Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, l'été en série continue. Il bat toujours autant son plein. Je suis contente parce que j'ai terminé une saga. Alléluia. Je suis quasiment à jour, presque, d'une. Et j'ai lu un autre livre qui n'est pas un roman, mais qui est également un true crime, comme je vous ai de la même série dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, on va commencer tout de suite avec Néo, le tome 3, L'Empire de la Mort, de Michel Bussy aux éditions Pocket Jeunesse. C'est la saga jeunesse de Michel Bussy, qui se situe dans un monde post-apocalyptique où un espèce de nuage a décimé la terre entière, ne laissant que pour seuls survivants quelques enfants. Alors, quelques enfants dont une partie a été grosso modo chouchoutée, privilégiée, ils étaient dans le château, dans l'ancien château de Versailles. Et une autre partie qui ont grandi un peu à l'état sauvage, qu'on appelle les enfants du tipi. Donc, on suit ces enfants survivants des deux clans. Donc là, on est quand même dans le 3e tome. Donc, il leur est arrivé un certain nombre de choses. Et ici, dans ce tome 3, ils vont découvrir d'autres clans d'enfants qui ont également survécu. Et ils vont donc essayer de construire un monde, un ordre nouveau, un monde nouveau où tous les enfants puissent vivre en parfaite sécurité. Alors bien évidemment, ça ne va pas tout à fait se passer comme ils le souhaitent. Il va y avoir beaucoup des trahisons, des complots, beaucoup de choses. Et effectivement, alors ce tome 3, c'est quand même une sacrée bricasse parce qu'il fait 660 pages à peu près. C'est quand même assez dense, mais il se passe un certain nombre de beaucoup de choses, beaucoup de retournements de situation. Il y a beaucoup d'actions et dans le début de ce tome 3, on est tout de suite dans l'action, on est tout de suite au cœur de l'histoire. Et on ne s'ennuie à aucun moment. Les 660 pages passent comme une lettre à la poste. On a vraiment là le style et la plume de Michel Bussy. C'est fluide, ça coule de source, c'est extrêmement prenant. On se prend évidemment d'attachement avec ces personnages. Franchement, pendant ma lecture, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec la saga jeunesse, young adulte, fantasy de Maxime Chatham, la saga Autre Monde, que je vous encourage bien évidemment à découvrir parce que c'est une pépitasse. Si je vous l'ai pas encore déjà dit, voilà, je vous le dis, c'est une pépite. Et ici, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques parallèles. Parce que ici, là, dans ce tome 3, tous les protagonistes ils ont 16 ans au début du roman, au début du 3e tome. Et on sent quand même qu'il y a une bascule par rapport aux 2 premiers tomes. Là, dans ce 2e tome, on sent qu'il bascule beaucoup plus dans l'âge adulte. Ce sont de jeunes adultes. Bon, même si à 16 ans, voilà, on est encore un peu ado, un peu jeune dans sa tête, bah, les événements font qu'ils sont obligés d'être plus adultes, d'être plus adultes plus tôt que des adolescents normaux, si j'ose dire. Et c'est à cause de ça que j'ai fait le parallèle avec Autre Monde, parce que tous ces enfants, de par ce qui leur est arrivé, ont été obligés de grandir beaucoup plus vite que la normale, on mûrit plus vite que la normale et on sont obligés de prendre des décisions radicales, des décisions que peuvent prendre des adultes. Et c'est en ça que je dis que
j'ai fait le parallèle entre les deux. Là, les personnages mûrissent, les personnages, on voit dans ce tome 3 des personnages secondaires qui se mettent un peu plus au premier plan, qui prennent part à l'action plus que dans les précédents tomes. Et on a des retournements de situation, on a des gros retournements de situation. Et là, je me suis dit, waouh, quand même, c'est génial. On est vraiment dans l'action pure et dure. Moi, franchement, j'ai adoré. J'ai pas vu les 660 pages passer. C'est un pur régal. J'ai encore le tome 4 à lire qui est sorti assez récemment. Je crois qu'il est sorti il y a même pas un mois. Il est sorti au mois de juin, je crois. Donc, je vais tout faire, bien évidemment, pour le récupérer. Parce que bon, ce qui s'est quand même passé à la fin de ce tome 3, ça donne particulièrement envie de connaître la suite et la fin de cette saga de fantasy. On commence quand même à entrevoir le pourquoi du comment. Parce que si la majorité des adolescents sont tournés vers l'avenir pour construire un monde nouveau, il y en a quand même quelques-uns qui sont déterminés à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pour éviter justement de reproduire les erreurs du passé. Et c'est particulièrement aussi intéressant, où on commence un petit peu à entrevoir le pourquoi du comment. Et franchement, ça fout les miquettes. Ça fout les miquettes. En tout cas, je vous encourage vivement à découvrir Néo, que vous soyez adulte ou que vous soyez, si vous avez des ados dans votre entourage, n'hésitez pas à leur faire découvrir Néo. Franchement, ils ne seront vraiment pas déçus du voyage. Ensuite, j'ai écouté en audio, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'affaire Alice Crimmins, qui était sortie aux éditions 10-18. Cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai écouté le deuxième titre qui était sorti de la collection, dont je vous mettrai la petite étiquette ici. Il s'agit de l'affaire du Golden State Killer de William Thorpe. Alors ici, on va partir sur l'évocation d'un tueur, enfin, on va dire d'un psychopathe, qui a à son actif 13 meurtres, 50 agressions et 50 agressions. Agressions sexuelles. C'est ça, agressions sexuelles. Et William Thorpe va nous raconter, avec des témoignages, avec des interviews des protagonistes de l'affaire, va nous raconter comment cet homme va être traqué par la police pendant plus de 40 ans. Pendant plus de 40 ans, il va sévir dans en Californie. Il va sévir en Californie pendant plus de 40 ans. Et alors, ici, un cambriolage, ici, un meurtre, ici, un viol. Et il va passer entre les mailles du filet pendant plus de 40 ans. Et William Thorpe va nous raconter avec quelle détermination et avec quelle opiniâtreté deux enquêteurs ne vont pas lâcher cette enquête pendant plus de 40 ans et vont chercher des indices, recouper des faits, recouper des indices, recouper des pistes pour pouvoir mettre la main sur ce tueur. Alors, effectivement, au bout de 40 ans de traque, il va être retrouvé. Je ne vous dis pas comment, parce qu'après on va dire que je spoil. On me l'a dit gentiment, on m'a gentiment fait remarquer la semaine dernière que j'avais spoilé l'affaire Alice Crimmins. Bref, donc, je ne vous en dirai pas plus de peur de spoiler, et je ne voudrais pas spoiler. Mais comme je le disais à l'abonné qui m'a gentiment fait remarquer que j'avais spoilé le premier, c'est quand même des livres qui sont assez courts, et c'est extrêmement compliqué de donner envie d'en parler sans rien dire. Alors, effectivement, là, c'est aussi un true crime.
comme l'affaire Alice Kremins. J'ai bien aimé ce tome-ci. Néanmoins, j'ai peut-être moins été à fond dans l'histoire que dans l'affaire Alice Kremins, où j'étais vraiment à fond. Alors peut-être parce que Alice Kremins était une femme et que au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas la solution et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce fameux été 1965. Ici, l'affaire est complètement différente. Et par contre, j'ai bien aimé ce que voilà, j'étais moins à fond, j'étais moins prise par le récit. Néanmoins, je tiens quand même à souligner la détermination de ces deux flics. Je crois que c'était un homme et une femme d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est un homme et une femme. Alors, est-ce que c'est du spoil? J'espère que non. En tout cas, c'est dans la 4e de couverture, donc je ne spoil rien, merci. Je plaisante, hein, mais c'est très très difficile de parler de ce genre de livre. En plus de ça, ils sont très très courts. Et c'est extrêmement difficile de parler de ce genre de livre sans spoiler. Alors j'espère vraiment que j'aurais pas spoilé ce tome-ci. Et si je l'ai fait, je m'en excuse encore une fois platement. Mais bon, voilà, j'ai bien aimé celui-ci, même si j'étais moins à fond, même si j'ai préféré quand même l'affaire Alice Kremins. Si j'ai l'occasion, je pense que je lirai le 3e qui est sorti récemment. Je crois que c'est L'inconnu de Cleveland, le titre, je crois. Il me semble que c'est ça. Mais c'est toujours aux éditions 10-18, en partenariat avec le magazine Society. Et en tout cas, j'aime beaucoup cette collection qui nous fait part de crimes résolus ou non, un peu à la manière de Faites entrer l'accusé. Comme je vous disais la semaine dernière, c'est vraiment extrêmement passionnant et selon les affaires, c'est plus ou moins addictif. Donc voilà, moi j'ai un peu moins adhéré à celui-ci par rapport à l'affaire Alice Kremins, mais en tout cas, c'est extrêmement enrichissant à écouter ou à lire. Voilà. Alors ensuite, j'ai également lu et terminé une saga. Je vous mettrai ici la petite vignette. Il s'agit de La malédiction des Dragon's Blood d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. J'ai terminé cette saga de fantastique. Fantastique adulte. Rappelez-vous, j'avais découvert Anne Robillard il y a quelques années de ça avec sa saga Les Chevaliers d'Émeraude. Saga intemporelle pour moi, qui mérite d'être lue par tous, que ce soit les adultes ou les ados. Ici, on est dans de l'adulte, hein, et on est dans une saga fantastique. Alors, pour rappel, au début, on suit Samuel, qui est un musicien désargenté. Ça va très mal pour lui. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de contrat. Il a sombré dans l'alcool. Il a divorcé et a perdu la garde de sa fille. Bref, rien ne va pour lui. Et un soir, il décide d'en finir. Sauf que arrive sur son chemin un parchemin qui lui dit qu'il vient d'hériter d'un membre de sa famille d'un château. Et bon, avant d'aller se jeter dans la Tamise, il décide d'aller voir par lui-même cet héritage tombé du ciel. Et il s'avère que ce château est en fait une prison. C'est un décor qui n'existe pas dans la réalité, qui existe dans on va dire une réalité parallèle. Et dans ce château vivent tous les ancêtres de Samuel qui ont été condamnés par une sorcière qui a lancé une malédiction sur Ulrich, qui est le tout premier des Dragon's Blood, parce que celui-ci pas soi-disant, mais en bon viking, a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et qui a provoqué la colère de cette sorcière. Et donc celle-ci a maudit toute la lignée d'Ulrich Dragon's Blood et elle a tué, oui, on peut dire ça, elle a tué au fil des siècles
tous les descendants d'Ulrich et il se trouve, leurs esprits, leurs fantômes, se retrouvent prisonniers de ce château. Et Samuel est donc le dernier descendant et c'est sur lui que va incomber la charge de lever la malédiction et de, du coup, secourir ses ancêtres. Alors, ce château dissimule un certain nombre de portes, et derrière ces portes se cache la vie d'un de ses ancêtres. Et donc, pendant toute la saga, Samuel va ouvrir ses portes en espérant trouver celle d'Ulrich et du coup, réussir à retrouver Ulrich avant qu'il ne fasse ces actes malheureux qui ont jeté l'opprobre sur toute sa famille. Et donc, dans ce dernier tome, toute la question va être de savoir est-ce que Samuel va réussir à lever la malédiction qui pèse sur les Dragonsblood. C'est comme je l'ai dit cette semaine sur Instagram, c'est vraiment l'heure des adieux. Pour moi, ça a été l'heure des adieux avec cette saga et tous ces personnages au fil des tomes auxquels je me suis profondément attachée. Et c'est également l'heure pour les personnages de se dire adieu. Ne sachant pas si Samuel va vraiment réussir à lever la malédiction au temps d'Ulrich, chacun de ses ancêtres va venir lui présenter, lui dire au revoir et lui dire combien ils ont été heureux de le rencontrer. C'est un tome qui est vraiment baigné de nostalgie, baigné de beaucoup d'émotions parce que, comme je vous dis, ces personnages, je les côtoie depuis, je crois, 2 ans. Parce que j'ai dû commencer la série en 2021, je crois. Et c'était vraiment une très très chouette saga où on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de Londres. On a fait des voyages dans le temps et où on a connu 1000 époques. 1000 époques du passé, on a fait un sacré bond dans le temps et dans l'histoire du monde, parce qu'il n'y a pas que l'histoire de l'Angleterre, il y a aussi l'histoire un peu partout dans le monde. J'ai vraiment beaucoup, voilà, que vous dire si j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et dans ce tome-ci, on découvre un personnage que l'on suit depuis le début. Je ne vous dis pas qui, mais on le découvre sous un ciel nouveau, sous un autre, et voilà, un autre prisme. Franchement, cette approche de ce personnage-là, je ne l'ai pas vu venir à aucun moment. Et c'était très, très surprenant, mais à la fois très satisfaisant aussi de voir une autre facette de sa personnalité. Et on comprend beaucoup de choses en voyant ce personnage dans le passé. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, je vous encourage vraiment à découvrir cette saga de fantastique. Voilà, fantasy fantastique. La plume d'Adrobilla, elle est très fluide. C'est pas compliqué à suivre. C'est hyper fluide. Les personnages sont hyper attachants. Et on est vraiment dans le vif du sujet dès le départ. Donc voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus sur cette saga. En tout cas, moi, je l'ai terminée. C'est une saga que j'ai terminée. J'en suis ravie. Là, l'été en série m'a vraiment permis de terminer cette saga. Je suis super contente. J'avance hyper bien dans mes sagas. Bon, c'est vrai, j'en ai commencé une autre. Je vous dirai la semaine prochaine si je la continue ou pas. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain Catulu. Petit teasing, comme ça. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les romans que j'ai lus la semaine dernière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans. Je reviens encore une fois sur le spoil. J'espère ne pas avoir spoilé l'affaire du Golden Gate Killer.
Et si j'ai spoilé l'affaire Alice Crimmins, je vous présente encore une fois mes plus plates excuses. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez lu la semaine dernière. Vous savez que j'adore vous lire. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!